Bonjour et bienvenue dans cette session intitulée Smart Territory Framework, les fondations d'un territoire intelligent. Dans cette session, nous allons voir ensemble comment le Smart Territory Framework accompagne les territoires et leurs partenaires dans la création et l'exploitation d'une plateforme de territoire intelligent qui soit efficiente, flexible, évolutive et interopérable. Cela rendu possible en tirant parti du large éventail de services cloud proposés par Amazon Web Services et l'utilisation de standards ouverts et de technologies open source. Je m'appelle Ali Ben Fatoum, je suis spécialiste de l'Internet des objets et des Smart Cities chez Amazon Web Services. Je m'appuie sur une expérience d'une douzaine d'années dans ces domaines de l'IoT et des territoires intelligents pour accompagner nos clients du secteur public en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Chez Amazon, l'innovation commence toujours avec le client. Nous inventons des solutions qui répondent à leurs besoins et qui les aident à accomplir leur mission. Tous nos services, toutes nos solutions et toutes nos initiatives suivent ce processus. Et donc, pour concevoir le Smart Territory Framework, nous nous sommes concentrés sur la mission principale d'un territoire, qui est d'offrir un cadre de vie agréable à ses résidents. Cela passe par la mise en place d'infrastructures et de services comme les transports publics, la gestion des déchets ou encore l'éclairage public. Et pour faire face aux différents défis, qu'ils soient économiques, environnementaux ou sociaux, il est nécessaire de faire évoluer les infrastructures et les services existants pour les rendre plus performants, mais aussi de créer de nouveaux services pour répondre aux besoins des résidents. Cela nécessite de collecter, de stocker et d'analyser des données de sources multiples sur une période assez longue pour détecter des patterns, comprendre et modéliser les interactions complexes qui se produisent sur un territoire. Parce qu'un territoire est en effet un environnement complexe où des décisions, certes mineures, peuvent avoir des impacts à différents niveaux. J'ai en tête un cas très fréquent pour illustrer ça, celui du changement de sens de circulation. Lorsqu'une collectivité modifie le sens de circulation d'une rue, cela a un impact sur la circulation aux abords de la rue, ce qui est plutôt intuitif, mais cela peut avoir un impact également sur la qualité de l'air, sur la pollution sonore et parfois même sur le développement économique d'une zone adjacente. Cet exemple montre que les territoires, pour prendre des décisions éclairées, ont besoin d'une approche holistique. Ils ont besoin d'avoir accès à des données de sources multiples et hétérogènes, qu'elles proviennent de différentes directions au sein d'une collectivité ou même d'organisations externes. Ces données, comme nous l'avons vu à travers l'exemple de la modification du sens de circulation, sont essentielles pour la compréhension des décideurs. Mais le principal obstacle que rencontrent les territoires aujourd'hui pour implémenter cette approche holistique est le phénomène du silo de données. En effet, sans stratégie imposée par le territoire en termes de modèles de données et de standards d'API, chaque fournisseur de solutions a la liberté de proposer sa propre façon de structurer les données, ses propres mécanismes de sécurité, ses propres API et souvent même sa propre interface utilisateur pour visualiser les données. Ces solutions verticales qui certes, pour la plupart, répondent convenablement à un cas d'usage unique, rendent particulièrement difficile leur intégration avec d'autres solutions nouvelles et existantes. Notamment si on reprend l'exemple de la voirie, un territoire qui souhaite analyser ces différentes sources de données doit alors développer pour chacune de ces solutions verticales un connecteur dédié. Et dans le cas où le territoire souhaite changer de fournisseur de solutions, ce connecteur dédié est à redévelopper intégralement. On peut aussi facilement imaginer la complexité que représente pour un territoire l'orchestration de toutes ces solutions verticales à grande échelle. Une approche donc qui, en plus de sa complexité, notamment pour la mise en œuvre d'une bonne gouvernance de la donnée, présente d'autres inconvénients. Celui notamment de ne pas pouvoir bénéficier d'économies d'échelle ou de mutualisation d'infrastructures entre les solutions qui utilisent les mêmes technologies. En résumé, cela revient finalement, en me permettant une analogie, à devoir acheter un nouveau téléphone à chaque nouvelle application que l'on souhaiterait installer. Le pendant de cette approche est l'approche monolithique. Un territoire va se doter d'une plateforme unique propriétaire
avec des cas d'usage prédéfinis, souvent avec des capacités d'hypervision et de gestion des équipements. Cette approche, bien que séduisante au premier abord, pour la simplicité de gestion qu'elle apporte, va très vite montrer ses limites, notamment en termes d'évolutivité, de flexibilité et d'interopérabilité lorsqu'il s'agira d'intégrer d'autres acteurs et d'autres fournisseurs de solutions. L'écosystème étant un élément essentiel d'une stratégie de territoire intelligent, une approche monolithique comme celle-ci, avec une plateforme unique et propriétaire, va avoir comme effet de brider cet écosystème et donc de freiner l'innovation. D'autant que d'autres questions se posent sur la durée de vie et l'évolutivité de ces plateformes. Pourront-elles intégrer de nouvelles innovations? Sur la réversibilité, est-ce que le territoire devra repartir de zéro s'il change de fournisseur de plateforme? Et sur la gouvernance des données, qui en a le contrôle, la propriété, etc. Le Smart Territory Framework, que nous appellerons par son acronyme STF, a été conçu pour aider nos clients à lever l'obstacle des silos de données tout en gardant une indépendance vis-à-vis des solutions propriétaires. Pour ce faire, le STF s'appuie sur une approche modulaire basée sur des standards ouverts et des technologies open source, dont le module principal est le Context Broker. Le Context Broker est un module open source qui permet de connecter les différents services et applications, de stocker et de traiter les différentes sources de données d'un ou de plusieurs territoires à grande échelle. Le Context Broker repose sur un standard ouvert, qui est dans sa dernière version le standard NGSI LD. Ce standard prévoit une API et un modèle d'information commun. L'API définit l'interface avec le Context Broker, c'est-à-dire la façon dont un producteur de données publie de la donnée dans le Context Broker, et pour le consommateur de données, la façon dont il va la requêter, dont il va la consommer. Le modèle d'information NGSI LD va quant à lui définir la façon dont est structurée la donnée. Les données stockées dans le Context Broker sont représentées par des entités qui ont des propriétés et peuvent avoir des relations avec d'autres entités. Des data models open source basés sur le modèle d'information NGSI LD sont disponibles via l'initiative Smart Data Model pour la majorité des cas d'usage des territoires intelligents comme la gestion des déchets, la surveillance de la qualité de l'air ou le parking intelligent. La combinaison de cette API et de ces data models communs permet donc de découpler les producteurs et les consommateurs de données. Il n'est plus nécessaire de développer des interfaces pour chaque lien entre les producteurs et les consommateurs de données. Il devient très facile d'ajouter ou de faire évoluer chaque module, qu'il soit producteur ou consommateur de données, de manière indépendante, sans impacter les autres modules. Pour prendre un exemple très concret, un territoire avec une solution de visualisation de la qualité de l'air qui utilise le Context Broker n'aura pas à modifier son outil de visualisation dans le cas où il ajoute des nouvelles sources de données de qualité de l'air, que ce soit des nouveaux capteurs ou des données d'organisation extérieure, et ce même si cette nouvelle source est totalement différente de celle déjà intégrée. L'homogénéisation de ces données de qualité de l'air sera faite avant leur publication dans le Context Broker. Ces données respectant le même data model, elles peuvent être ensuite consommées sans effort de transformation par différents consommateurs de données, que ce soit des outils de visualisation, des applications mobiles ou autres applications métiers, bien entendu avec la sécurité adéquate. Enfin, le Context Broker offre des capacités de requête géotemporelles avancées pour accéder par exemple à des entités en fonction de leur localisation, très utile lorsqu'on souhaite observer des interactions dans une zone précise, comme dans l'exemple de la voirie. Le Context Broker offre aussi un mécanisme d'abonnement pour notifier les consommateurs à chaque changement pertinent d'entité qui respecte les conditions spécifiées lors de l'abonnement. Par exemple, pour recevoir toutes les informations provenant d'entités représentant la qualité de l'air lorsqu'une ou plusieurs valeurs dépassent un seuil défini au préalable dans l'abonnement. Ces fonctionnalités offrent de multiples possibilités d'interaction entre les producteurs et les consommateurs de données. Les consommateurs
et producteurs de données étant des modules indépendants et interopérables qui peuvent être des hyperviseurs, des data lakes, des plateformes IoT, des applications métiers ou même des solutions verticales propriétaires comme celles présentées précédemment. Comme l'interaction entre le contexte broker et ces modules est basée sur un standard ouvert, les territoires ont la possibilité de faire évoluer les modules de manière indépendante, de choisir et ou de changer de fournisseur de solutions pour chaque module sans impact sur le reste de la plateforme. C'est aussi la possibilité de mettre en œuvre des solutions très rapidement avec l'assurance de pouvoir intégrer l'existant car il ne s'agit pas forcément de démarrer d'une feuille blanche. C'est l'assurance d'une intégration facile des futurs modules et des nouvelles fonctionnalités en utilisant notamment un langage commun avec ses fournisseurs de solutions. Et enfin, c'est l'intégration d'un écosystème mondial de territoires et de fournisseurs de solutions qui utilisent déjà ces technologies et ces standards, comme la communauté FiWare, à l'origine du développement du contexte broker, et qui regroupe plus de 200 territoires et 400 entreprises à travers le monde. La Commission européenne, via son programme Connected Europe Facilities, recommande l'utilisation du contexte broker et accompagne les territoires dans son implémentation. Un très bel exemple est la ville de Vienne, en Autriche, élue meilleure Smart City selon le Smart City Strategy Index en 2018 et en 2019, qui après avoir déployé un contexte broker et mis à disposition de son écosystème différentes sources de données, a bénéficié de plus de 200 nouvelles applications développées par son écosystème de développeurs. On peut également prendre comme exemple l'India Urban Data Exchange, qui est un programme du gouvernement indien qui accompagne les territoires dans leur stratégie de territoire intelligent via notamment l'implémentation du contexte broker. Et enfin, on peut citer le réseau OASC pour Open and Agile Smart Cities, qui est un réseau qui regroupe plus de 150 villes dans une trentaine de pays à travers le monde et qui recommande également l'utilisation de ces standards ouverts et du contexte broker considéré comme un mécanisme minimal d'interopérabilité. Le réseau OASC est présent en France et compte comme membres des territoires comme la métropole européenne de Lille, la métropole de Bordeaux et celle de Nice-Côte d'Azur, pour ne citer que. Nous avons officialisé en avril 2021 une collaboration avec le réseau OASC. Nous apportons l'expérience d'AWS ainsi qu'un catalogue de plus de 200 services pour soutenir les territoires et leurs partenaires dans le développement et l'implémentation du contexte broker, mais aussi de modules, que ce soit pour des applications IoT, des capacités d'intelligence artificielle ou encore la mise en place de data lake. Opérer le contexte broker et les modules sur AWS, c'est avoir accès à plus de 200 services disponibles à la demande pour construire n'importe quel module à n'importe quelle échelle. C'est un rythme d'innovation soutenu et au service de nos clients. Plus de 2700 nouveaux services et fonctionnalités seulement en 2020. 90% de nos services et innovations qui sont influencés par les retours et les suggestions de nos clients. C'est un contrôle fin et total par nos clients de leurs données et de leurs applications en disposant de plus de 230 fonctions de sécurité. La sécurité et la protection des données de nos clients étant la priorité absolue chez AWS. Nos clients bénéficient d'une infrastructure mondiale avec 80 zones de disponibilité dans 25 régions géographiques, dont la France, avec l'assurance pour nos clients qui choisissent la région française d'AWS de conserver leurs données et leurs applications sur le sol français. AWS est pionnier avec 15 ans d'expérience dans le cloud et plus d'1 million de clients à travers le monde. Cette expérience se traduit notamment par le développement de services efficients qui permettent à nos clients de se concentrer sur leur mission. Enfin, c'est un écosystème d'une dizaine de milliers de partenaires intégrateurs et fournisseurs de solutions pour accompagner nos clients dans le développement et l'opération de leurs solutions. Je vais d'ailleurs dans la suite de cette session illustrer comment nos partenaires et nos clients utilisent AWS pour implémenter et opérer leur plateforme de territoire intelligent. Commençons par le contexte broker. Plusieurs implémentations open source du contexte broker sont disponibles, notamment sur GitHub. La grande majorité sont disponibles sous forme de containers. C'est le cas notamment du contexte broker
Orion LD que j'utilise ici comme exemple. Pour le contexte broker, nos clients et partenaires disposent de plusieurs options de services d'exécution de containers. Citons Amazon EKS qui permet d'exécuter et de mettre à l'échelle des applications Kubernetes dans le cloud AWS, ou encore Amazon ECS qui est un service d'orchestration de containers entièrement géré qui leur permet de déployer, gérer et dimensionner en toute simplicité leur application containerisée. Et enfin AWS Fargate pour exploiter la technologie serverless et ainsi réduire le temps consacré à la configuration, à la sécurité et à la maintenance de leurs containers. Le contexte broker Orion LD pour stocker les données utilise la technologie open source de base de données MongoDB. Plusieurs possibilités encore pour nos clients, que ce soit en installant un cluster MongoDB sur des instances EC2 ou encore en lançant un cluster MongoDB Atlas qui est entièrement géré et proposé par MongoDB. J'ajouterai qu'Amazon EKS et Amazon ECS sont également disponibles pour nos clients et partenaires qui utilisent AWS Outposts. AWS Outposts propose une infrastructure AWS qui est entièrement gérée et installée sur le site de nos clients et supporte des services AWS natifs comme Amazon EKS et Amazon ECS pour permettre à nos clients d'opérer le contexte broker. Enfin, nos clients et partenaires ont également la possibilité d'exécuter facilement des conteneurs sur leur propre infrastructure avec Amazon ECS et Amazon EKS Anywhere et bénéficier d'une expérience cohérente en matière d'outils et d'API avec leurs autres modules. Nous avons vu ici trois possibilités d'opérer le contexte broker Orion LD en utilisant les services de conteneurs d'AWS, mais nous accompagnons également nos clients et partenaires qui souhaitent maximiser l'efficience du contexte broker en tirant parti des technologies serverless d'AWS. C'est notamment le cas avec le Serverless Context Broker, qui est un exemple d'implémentation d'un contexte broker en utilisant des services serverless comme Amazon API Gateway, qui est un service entièrement géré qui permet de créer et de sécuriser des API à n'importe quelle échelle. AWS Lambda, qui vous permet d'exécuter du code sans avoir à mettre en service ou gérer des serveurs. Vous payez uniquement pour le temps de calcul consommé. Ou encore Amazon DynamoDB, un service de base de données NoSQL offrant des performances de l'ordre de quelques millisecondes, quelle que soit l'échelle. C'est un exemple d'architecture que nos clients et partenaires peuvent modifier selon leurs besoins, que ce soit par exemple pour l'ajout d'un Data Lake avec Amazon S3. Pour résumer, nous avons vu que nos clients ont un large choix de services pour implémenter et opérer le contexte broker selon leurs besoins. Une fois celui-ci en place, nous pouvons maintenant nous intéresser à l'ingestion de la donnée. Je partage ici un exemple d'architecture d'un module IoT que nous avons conçu avec nos partenaires. Ce module IoT permet l'ingestion des données IoT à n'importe quelle échelle. Les données en entrée de ce module IoT sont au format NGSI LD. Chaque donnée entrante est liée dynamiquement à l'équipement IoT dont elle provient. Ce module IoT permet également de gérer un nombre indéfini d'équipements IoT et de disposer notamment d'un registre centralisé de tous les équipements. Une API de gestion des équipements permet de créer, de mettre à jour ou de supprimer des équipements du registre. Lors de la création d'un équipement dans le registre, il lui est associé une entité NGSILD avec le data model qui convient. Ici, en l'occurrence, nous avons utilisé le data model Device qui fait partie de la collection des Smart Data Model Open Source disponible librement sur GitHub. Cette association entre l'équipement IoT et son entité NGSILD se fait en utilisant la fonctionnalité de Device Shadow dont disposent tous les équipements IoT enregistrés dans le registre d'AWS IoT Core. Le Device Shadow est la représentation dans le cloud d'un équipement IoT, l'équivalent d'un jumeau numérique. La fonctionnalité Device Shadow d'AWS IoT Core offre la possibilité d'avoir plusieurs représentations par équipement, ce qui nous permet d'avoir une entité avec un data model device qui comprend les attributs
propres à l'équipement et une ou plusieurs entités représentant les données émises par cet équipement avec le data model associé. Concrètement, un capteur de qualité de l'air extérieur aura son device shadow respectant le data model device contenant les informations liées à l'équipement comme son numéro de série ou sa version logicielle et aura également un device shadow respectant le data model Air Quality Observed représentant les données émises par le capteur. Les données comme la gestion des équipements sont synchronisées en temps réel avec le contexte broker en utilisant la fonctionnalité IoT Rule qui permet dans le cas de ce module de surveiller tous les changements d'état du device shadow pour les diriger vers le contexte broker. Ce module IoT est générique, il peut être utilisé pour tout type de cas d'usage, il est réutilisable sans modification dans plusieurs environnements, que ce soit dans un environnement de test ou de production. Ce module IoT, tout comme le contexte broker, peuvent être déployés en utilisant AWS CDK, qui est un framework de développement logiciel open source, conçu pour définir les ressources de vos applications cloud à l'aide de langages de programmation courants, ce qui permet le déploiement, la configuration et l'intégration des modules et du contexte broker en quelques minutes. Une fois le contexte broker et le module IoT déployés, les territoires peuvent se concentrer sur les données qu'ils souhaitent collecter. Cet exemple illustre comment le STF facilite l'agrégation de données de sources multiples et hétérogènes. Nous avons dans cet exemple 5 cas d'usage utilisant des technologies de remontée de données différentes. La mesure de la qualité de l'air par un réseau LoRaWAN public, la mesure du niveau sonore par SFTP, la disponibilité des places de parking par un réseau privé LoRaWAN, les données météorologiques via une API fournie par Météo France, et enfin la consommation électrique des bâtiments via MQTT. Pour chacune de ces sources de données, nous avons parmi notre catalogue de plus de 200 services le service permettant l'ingestion de la donnée. Par exemple, pour remonter la mesure du niveau sonore via SFTP, nous utilisons AWS Transfer Family qui offre un support entièrement géré pour le transfert de données vers Amazon S3 avec la prise en charge des protocoles SFTP, FTPS et FTP. Ou encore AWS IoT Core for LoRaWAN qui offre à nos clients un service entièrement géré de LNS, LoRa Network Server, leur permettant de facilement déployer et opérer de manière efficiente leur réseau privé LoRaWAN. Une fois la donnée ingérée, nous pouvons simplement appliquer le data model désiré à l'aide d'une fonction lambda avant de pousser la donnée transformée au format NGSILD vers le module IoT d'ingestion. Tout comme pour les modules et le contexte broker, chaque connecteur d'ingestion présenté ici peut être développé en utilisant AWS CDK, permettant ainsi à nos clients de déployer très rapidement leurs cas d'usage et de les faire évoluer avec une logique de versionnage par exemple. C'est aussi la possibilité de partager entre territoires ces briques de services et disposer d'un catalogue open source de solutions sur étagère, libres, basées sur des standards et facilement déployables. Ceci étant dit, je vous en propose une démonstration pour finir cette session. On commence par se rendre sur la console de gestion AWS. Nous allons dans cette démo déployer les 5 cas d'usage que je viens de présenter, ainsi que le module IoT et le serverless context broker. Nous allons le faire via AWS CDK, qui repose sur notre service d'infrastructure as code CloudFormation. En naviguant sur la console du service CloudFormation, nous constatons qu'aucune stack n'est encore déployée. Je vais donc ouvrir mon application CDK qui inclut tous les modules que je souhaite déployer, à savoir un module pour la gestion des erreurs de ma plateforme, un second pour déployer le serverless context broker, un troisième pour déployer un data lake, les modules STF IoT et STF IoT API pour le module IoT et son API de gestion des équipements, et enfin un module pour le serveur SFTP Transfer Family. Le déploiement de cette plateforme se fait en 2 lignes de commande.
et après une dizaine de minutes, ma plateforme est déployée et opérationnelle dans la région AWS de mon choix. Ici, nous choisissons d'opérer dans la région AWS française, plus précisément la région Paris EU-Ouest-3. Une fois les modules déployés, je peux récupérer l'URL de mon API de gestion des équipements IoT pour provisionner mes équipements IoT. Bien entendu, vous pouvez lier ces URL générés à vos propres noms de domaine. Mais avant de créer nos premiers équipements IoT, intéressons-nous au Data Model Device que nous allons utiliser. Le Data Model Device fait partie des Smart Data Models disponibles librement sur GitHub. En consultant la spécification de ce Data Model, nous voyons l'ensemble des champs disponibles pour décrire nos équipements, comme le numéro de série ou encore le ou les protocoles de communication supportés par l'équipement. Je vais maintenant utiliser l'outil Postman pour exécuter mes requêtes API et provisionner mes équipements IoT. Nous avons prévu pour cette API un champ groupe pour organiser nos équipements par groupe dans IoT Core et un champ Device dans lequel nous renseignons les propriétés de l'équipement. C'est dans ce champ Device que nous allons utiliser le Data Model Device de l'équipement IoT. Je crée un premier équipement représenté par une entité de type Device. Je choisis de le placer dans un groupe Air Quality Observed car cet équipement mesure la qualité de l'air. Je renseigne ensuite dans le champ See Also l'identifiant de l'entité qui correspondra aux données émises par l'équipement qui seront dans ce cas de type Air Quality Observed. Et enfin, j'ajoute HTTP comme protocole supporté car les données seront envoyées via HTTP depuis une plateforme LoRaWAN publique. Vous pouvez utiliser cette propriété Supported Protocol pour faciliter la gestion de vos équipements, utilisant des protocoles multiples comme LoRa, HTTP, WebSocket, etc. Une fois ma requête exécutée, je peux vérifier dans le registre IoT Core qu'un équipement a bien été enregistré. Si nous consultons les shadows de cet équipement IoT, nous voyons le shadow STF Device avec les informations de l'équipement au format du Data Model Device. Je réitère l'opération pour un capteur mesurant la disponibilité de place d'un parking. Et me voilà donc avec un registre d'équipements provisionné. Je suis prêt à recevoir les données de mes équipements IoT. On voit dans les shadows de mon capteur de qualité de l'air AQO-001 qu'il reçoit bien des données et que celles-ci sont représentées par une entité de type Air Quality Observed. Idem pour mon capteur de parking. Cette fois-ci, les données sont de type On-Street Parking. On retrouve également l'organisation des capteurs par groupe, ce que nous avions défini lors de la création des objets. Vous pouvez bien entendu librement réorganiser vos équipements selon vos besoins. Le registre d'équipement, tout comme les données reçues, sont synchronisées avec le contexte broker. Nous pouvons d'ailleurs interroger le contexte broker pour s'en assurer. Nous demandons au contexte broker, avec cette première requête, de nous communiquer toutes les entités de type device. Nous lui indiquons dans la requête le contexte lié au Smart Data Model utilisé. Le contexte broker nous répond, comme prévu, la liste des entités de type device. On y retrouve l'ensemble des équipements enregistrés dans le registre d'IoT Core. Nous pouvons également consulter une entité par son identifiant unique. Nous récupérons d'abord l'entité device correspondant à notre équipement AQO-001. Nous faisons de même pour son entité Air Quality Observed qui représente la donnée émise par cet équipement. Maintenant que notre mécanique d'ingestion est fonctionnelle, nous sommes en capacité de recevoir des données de sources multiples et hétérogènes. Ces données sont stockées de manière structurée avec des data models standards dans le contexte broker que mes consommateurs de données, que ce soit des applicatifs métiers, des données de visualisation ou des systèmes de surveillance, peuvent consommer sans difficulté. Je vais d'ailleurs maintenant vous montrer avec quelle simplicité nous pouvons consommer cette donnée dans une application, notamment en utilisant le mécanisme d'abonnement du contexte broker. Nous allons créer un système de surveillance du seuil de dioxyde d'azote.
La première étape est de créer un consommateur qui pourra recevoir les données qui nous intéressent. Nous allons simplement créer une fonction lambda qui va afficher les données reçues. Cette fonction lambda sera déclenchée par une API que nous allons également créer en utilisant le service Amazon API Gateway. Nous configurons notre API en lui ajoutant une méthode POST que le context broker utilisera pour publier les données qui nous intéressent. Nous lions la méthode de cette ressource à notre fonction lambda et nous déployons notre API. Elle est maintenant opérationnelle. Il nous suffit finalement de créer un abonnement dans le context broker en renseignant les conditions de notification ainsi que l'URL à notifier qui est dans notre cas celle de l'API que nous venons de créer. Nous créons donc cet abonnement qui surveille le seuil de dioxyde d'azote dans l'air. Donc la condition sera ici de vérifier dans les entités de type Air Quality Observed si la valeur de dioxyde d'azote NO2 est supérieure à 120. Si c'est le cas, notre consommateur de données devrait recevoir l'entité qui satisfait ces conditions. J'ai simulé l'envoi par le capteur AQO-002 d'une valeur de NO2 de 150, ce qui devrait déclencher le mécanisme de notification. Allons dans les logs de notre fonction lambda pour vérifier que nous avons bien reçu le message en question. Et c'est le cas. Nous avons bien le message émis par le capteur AQO-002 que notre application peut maintenant traiter selon le scénario souhaité. J'ai pris l'exemple ici d'un abonnement plutôt simple. Sachez toutefois que vous avez la possibilité de créer des abonnements beaucoup plus avancés que cet exemple en surveillant des types de données différents avec des conditions multiples, de surveiller plusieurs champs, etc. Pour conclure cette présentation, je vais reprendre l'exemple de la voirie que nous avons utilisé en début de session. Nous avons vu à travers cette démonstration comment le Smart Territory Framework facilite l'ingestion, le stockage et l'analyse de données de sources multiples et hétérogènes. Pour comprendre les conséquences de la décision de changer le sens d'une rue, un territoire pourrait par exemple créer un abonnement pour surveiller les entités d'un ou de plusieurs types, d'une ou de plusieurs sources de données circonscrites à une zone géographique. Enfin, nous avons vu quelques-uns des 200 services AWS que nos clients et partenaires peuvent exploiter pour opérer et déployer le context broker ainsi que les modules pour construire une plateforme de territoire intelligent qui soit efficiente, robuste, scalable et interopérable. C'est tout pour moi. Un grand merci pour votre attention. J'espère que cette session vous a plu et qu'elle vous sera utile pour imaginer et construire vos territoires de demain. Merci.